Tom, merci à la FFM de nous accueillir. Oui, effectivement, merci à Pierre Bonneville de nous accueillir dans les locaux à Paris. C'est vraiment top. Ça nous permet d'avoir un autre cadre pour nos vidéos, donc c'est sympa. Exactement. Et justement, on va parler de contrôle technique. Alors, je vous rassure, c'est pas contrôle technique pour nous les motards, hein. On verra ça plus tard. Mais contrôle technique en MotoGP. Comment ça se passe, Tom, un contrôle technique en MotoGP? C'est un sujet quand même. C'est parti pour 3 heures ou pas? Ouais. Non, c'est un sujet très vaste, effectivement. Donc, contrôle technique, déjà, le but du jeu, c'est d'assurer, entre guillemets, l'équité entre chacun des pilotes, entre guillemets, chacune des motos, qu'il n'y ait pas de triche, de vérifier que tout soit conforme au règlement, que toutes les motos soient bien homologuées et tout ça. Donc, effectivement, après le contrôle technique, comment ça se passe? Alors si on prend juste le cas de la catégorie MotoGP, la plupart du temps ça commence aux alentours des qualifs. Donc le samedi, les motos sont choisies aléatoirement, notamment en sortie de Q1. Ouais. C'est pas forcément donc les plus rapides. Oui, c'est ça. Ça peut être fond de classement en Q1, et puis pareil en Q2, et puis pareil après la course. Donc c'est pas toutes les motos, parce que tu t'imagines bien qu'il y a 48 motos, en arrondissant à 24 pilotes. Il y a 48 motos, donc c'est quand même compliqué de contrôler chacune des motos. Il faut compter à peu près une demi-heure par moto pour contrôler vraiment à fond. Donc après, il y a pas mal de critères qui sont contrôlés. Alors justement, allons-y. Les critères, il y en a plein, hein. De toute façon, tu t'imagines bien, il y a l'essence, il y a la capacité du réservoir, il y a l'huile, il y a le moteur, s'ils sont toujours bien plombés, parce que je rappelle que les moteurs sont scellés. C'est ça. Les pneus, pression des pneus, le boîtier électronique, donc qui récupère les cartographies, parce qu'on sait que les cartographies, depuis l'arrivée de l'électronique unique, sont les mêmes pour tout le monde, entre guillemets, elles sont toutes connues par tout le monde. Donc là, ça permet au contrôle technique de savoir si c'est la bonne cartographie qui va bien. Donc il y a pas mal de choses, les carénages aérodynamiques, pas mal de choses. Donc la plupart du temps, comme je disais, le contrôle technique dure à peu près une demi-heure en MotoGP. Donc ça prend quand même pas mal de temps, donc on ne peut pas se permettre de contrôler toutes les motos. Et puis en Moto 2, Moto 3, c'est un peu la même chose, effectivement, sauf que là, c'est moins de motos qui sont contrôlées. La plupart du temps, c'est le top 3, top 5, et puis après, aléatoirement, dans le classement, quelles sont, au hasard, pas forcément les mêmes. Et des fois, tu peux tomber sur, entre guillemets, la bonne pioche, façon de parler, où tu vas tomber sur quelque chose où il y a un problème. Et puis la plupart du temps, de toute façon, ça se passe bien. Il y a très peu de cas de triche. Oui, c'est vrai. En moto, je peux t'en citer quelques-uns. Il y en a un notamment qui m'était resté dans mes souvenirs, c'était en 98. Kazuto Sakata avait eu en 125 avait eu une essence non conforme à la sortie du Grand Prix d'Australie. Et ce qui fait qu'à la fin de la saison, Tomomi Manako avait été titré virtuellement, sauf que Kazuto Sakata avait porté réclamation. Et en fait, il avait obtenu gain de cause et il avait été titré pendant l'hiver. Donc c'est quand même. Allô, ouais, en fait, t'es champion du monde, gars. Mais non. Donc c'est vrai que c'est assez. Donc ça explique un peu le processus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un prélèvement d'essence qui est fait, il y a 2 échantillons qui sont faits. Il y a un échantillon qui est donc gardé par le contrôle technique, c'est-à-dire qu'ils vont faire une première étude, une première analyse. Et s'il y a un problème sur cette analyse, sur cet échantillon, le team, le constructeur ou le pilote peut porter réclamation et donc demander l'analyse de son échantillon B, qui est lui normalement gardé par la FIM. D'accord. Et donc, ça permet de confronter 2 labos différents et de voir s'il y a vraiment un problème. Donc, c'est probablement ce qui s'est passé à l'époque de Kazuto Sakata, mais voilà, il y a d'autres cas. Il y a eu, je crois, Mattia Pasini il y a quelques saisons qui avait eu aussi un problème avec son huile, qui n'était pas jugé conforme. Voilà, donc il y a quelques cas, mais ça reste. Les derniers qu'on entendait, c'était plus sur la pression des pneus, il me semble. Oui, sur la pression des pneus. Si tu veux, après, c'est aussi le jeu. Enfin, c'est pas le jeu, mais je veux dire, c'est pas vraiment tricher. C'est surtout trouver la limite de la pression des pneus pour avoir une bonne pression de pneus. Et c'est vrai que des fois, c'est tellement limite. Façon de piloter, le type de pneus, qui font que des fois tu perds, entre guillemets. C'est pour ça que c'est un peu plus fréquent. Voilà, c'est un peu plus fréquent parce que c'est tricky, comme on peut dire en anglais. Et alors, qui s'occupe de ce contrôle technique? Écoute, c'est le directeur technique du MotoGP, donc c'est Daniel Dridge qui est en charge de tout ça. Et donc c'est quoi? C'est la FIM? Écoute, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'enquête, mais non, pour moi, c'est la Dorna qui est garante de ça. D'accord, ok. Je sais que Daniel Dridge bossait pour l'IRTA avant de prendre ses fonctions de directeur technique, mais je ne crois pas que ça émane de l'IRTA. Je pense que c'est un ensemble, l'ensemble s'est mis d'accord et il n'émane pas. On donne à toi le bébé, tu vas t'occuper de ça. Alors, il y a combien de personnes? Écoute, les personnes que j'avais rencontrées il y a quelques années, il y en avait 3. Il y en avait un qui était en charge donc Daniel Dridge qui est en charge des cafés, par exemple, mais qui est vraiment responsable, c'est le directeur technique, qui est plutôt lui orienté MotoGP, on va dire. Après,
malheureusement, il y a Gary McLaren qui était là il y a quelques années, qui s'occupait plus du Moto 2. Et il y en avait un autre dont le nom m'échappe, excusez-moi, qui s'occupait plus, lui, des moteurs en MotoGP. Donc voilà, après, il y a à peu près 3 personnes vraiment en charge. Et ensuite, après, ils sont aidés parfois les staffs du circuit qui aident justement à récupérer les motos, à les passer sur... Ouais, on peut le voir au Grand Prix de France quand on y va, de voir les commissaires de piste qui viennent filer un coup de main, rapporter les motos. Rapporter les motos, et puis les peser, voilà. Tout le traitement après les qualifs, après les séances. Donc voilà. Voilà, donc contrôle technique, c'est assez, comme je disais, c'est délicat, c'est pas le droit à l'erreur. Le directeur technique, en tout cas les personnes en charge du contrôle technique, travaillent de concert avec par exemple Del Orto en Moto 3 pour le boîtier électronique, avec Magneti Marelli en Moto GP et en Moto 2, pour justement bien récupérer les données, confronter, savoir s'il n'y a pas de souci, déjà juste à la récupération, savoir si tout va bien. Pareil, ils travaillent de concert avec les constructeurs, les pilotes, je veux dire, il n'y a pas de volonté, c'est pour ça qu'il y a très peu de cas de triche, entre guillemets, il n'y a pas de volonté de tricher, donc de cacher des choses. Donc on peut imaginer bien sûr qu'il y a un secret technologique derrière tout ça en MotoGP par exemple, mais il n'y a pas la volonté de cacher des choses au directeur technique. Surtout que si tu te fais gauler, excuse-moi, pour ta com, pour ta image, c'est pas génial. Bien sûr. Voilà. De toute façon, tu le vois l'année dernière, avec ce qui s'est passé pour Yamaha. Voilà, on voit grand sujet, ça. Les fameuses valves, soupapes en anglais, du coup, effectivement, qui n'ont pas. Ça a été problématique. Donc, est-ce que ça a fait un mauvais coup de com'? Oui, parce qu'ils ont perdu la course au titre constructeur. Après, il n'y avait pas une volonté. Non, il n'y avait pas de volonté. De tricher, c'est juste qu'ils se sont retrouvés en galère avec leurs fournisseurs. Exactement, et que du coup, ils se sont permis de changer de fournisseur de soupape. Et donc, à partir du moment où tu touches un moteur qui a été entre guillemets homologué initialement. Sauf que ils n'ont prévenu personne. Voilà. Alors si tu veux après apporter une modification à ton moteur, c'est possible, même si les moteurs sont scellés. Et en fait, la MSMA, l'association des constructeurs, tu poses une requête, tu dis voilà, on aimerait changer cette pièce-là parce que c'est problématique pour nous, nos moteurs cassent ou sont fragilisés à cause de ça. Si les autres constructeurs jugent qu'il n'y a pas de gain de performance par rapport à ça et que c'est dans l'intérêt de tous pour le championnat, effectivement, ils vont accepter que Yamaha, par exemple, ouvre son moteur pour changer cette pièce et on n'en parle plus, quoi. Mais effectivement, un constructeur qui n'a pas envie, pourrait effectivement mettre son veto et donc refuser cette requête. Donc ça pourrait être problématique pour un constructeur. Mais on peut très bien imaginer que c'est je te rends service et moi, peut-être à l'avenir, j'aurai le même problème et donc j'espère que tu me rendras l'appareil plus tard, quoi. Je vois bien Alberto Pucci et Lynn Jarvis boire un café. Ce serait marrant de voir l'image. Et pour revenir un petit peu sur le Moto 2, Moto 3, Moto 2, le contrôle est quand même différent, j'imagine. Déjà, en plus, c'est un moteur unique. Ouais, c'est un moteur unique. Donc le moteur, déjà pour ceux qui ne savent pas, est tiré au sort. Donc c'est le jeudi matin, je crois. Il y a une grande loterie. C'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est vraiment un jeton que tu tires, avec le numéro de moteur que tu récupères ensuite avec ton chariot et que tu vas ramener à ton team. Donc souvent, c'est un membre du team qui le fait, mais il y a aussi le pilote qui va chercher son moteur et qui revient avec. Donc, sur la transpalette. C'est ça. Donc pour les moteurs, c'est différent, effectivement. Les moteurs sont scellés, bien évidemment, mais ils sont surtout tirés au sort. Donc il n'y a pas de... Tout le reste du développement dans Moto 2. De toute façon, ils sont plombés aussi, donc au contrôle technique, tu as juste à vérifier exactement que les plombs sont toujours là. Donc voilà, après en Moto 3, c'est pareil. Alors les moteurs ne sont pas les mêmes pour tous, mais par contre les moteurs sont tirés au sort, tirés au sort. Alors je ne sais pas si c'est le constructeur en lui-même, je ne sais plus, il faudra reposer la question. Mais effectivement, les moteurs sont tirés au sort. Je crois qu'il y a 6 moteurs par saison et il y a 3 moteurs, c'est par coup de 2. En fait, tu récupères 2 moteurs par 2 moteurs. Ils sont tirés au sort, donc c'est-à-dire que KTM, par exemple, ne peut pas favoriser un team par rapport à un autre. Ah d'accord, ok. Parce qu'ils sont tirés au sort. C'est les mêmes moteurs pour tous. Donc, égalité pour tous. Voilà, après, c'est vrai que tu peux tomber sur un moteur qui est défectueux, tu n'es pas à l'abri de ça. Mais en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est plutôt fair pour tous les teams, quoi. Voilà. D'accord. Et après, le développement se passe ailleurs, donc en Moto 2, Moto 3, donc notamment en Moto 2, ça va être le châssis, ça va être les carénages, et donc là, pareil, le règlement technique t'impose certaines normes, et donc tu ne peux pas te permettre d'avoir tel ou tel appendice aérodynamique, notamment en Moto 2, tu ne peux pas avoir tel ou tel système de all-shot device ou autre en Moto 2, Moto 3, donc c'est tout ça parce qu'on veut aussi éviter
donc là je m'égare du sujet, mais éviter l'accroissement des coûts en fait. C'est tout simplement les Moto 3 et Moto 2 sont censés être des catégories d'accès au MotoGP. Ce serait difficile d'avoir des courses au développement en Moto 2 et Moto 3, donc c'est aussi pour ça. Donc le contrôle technique va aussi gérer voilà, que rien ne sort de ce cadre. Ça permet de poser un cadre, de planter un cadre et donc d'avoir, encore une fois, l'équité pour tout le monde, que tout soit... c'est dans l'intérêt de tous, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est important. Bah écoute, merci Tom. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. On a une motoball à côté, un ballon de motoball juste là, donc peut-être que la prochaine fois on pourra parler de motoball. Ouais, si tu veux. En MotoGP. D'ailleurs, je crois quand on était voir Rémi Guyot dans les ateliers, Christophe Guyot, au GMT, je crois qu'il nous disait qu'il y avait une belle équipe de motoball dans le coin. Je crois, c'est ça, exactement. Donc, non, mais ce serait intéressant de se faire une petite vidéo immersion avec une équipe sur un match. En tout cas, merci à la FFM. Merci beaucoup à Pierre Bonneville. Je ne sais pas si je peux aller voir pour les licences, pour avoir peut-être un prix. Merci en tout cas, et à bientôt les amis. Merci Tom. Je t'en prie. Bisous, ciao.